Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Try Bandit spécial compte rendu T100 San Francisco. Salut Mika, comment vas-tu? Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah écoute, ça va super bien. Le week-end dernier, c'était un week-end qui était un peu chaleur en termes de triathlon en France. Il y avait des belles courses. Et puis, bah, moi, du coup, j'ai vécu un bon petit week-end. J'avais des athlètes au championnat de France longue distance. Et je voulais saluer une athlète, Christelle, qui fait podium dans son groupe d'âge, qui vient de la Guadeloupe, qui était super contente d'avoir une température digne de ce nom. Je lui avais annoncé la chaleur, elle m'a dit que je lui avais un peu survendu le truc. J'ai pas compris pourquoi elle m'avait dit ça. Et puis de l'autre côté, il y avait l'Alpsman aussi, une course que tu connais un tout petit peu, Arnaud. Il y avait l'Alpsman et j'ai un athlète à moi qui l'a fini top finisher, donc il était super content. Donc moi, c'était ces deux petites choses-là qui m'ont fait vibrer la semaine dernière, en plus de tout le reste, bien sûr. Et puis bah, du coup, moi, je voulais commencer avec ça. Tu sais, on avait une petite tradition avant, on balançait des trucs comme ça. Toi, en tant qu'entraîneur, c'est quoi ton meilleur souvenir? Là, tout de suite, comme ça. Comme ça, à froid, l'Ironman Nouvelle-Zélande, je voudrais pas dire de bêtises, ça devait être début 2017. J'avais fait le challenge Wanaka full et j'étais resté, il devait y avoir 3 semaines entre les deux courses et j'étais resté là-bas en préparation. Non, il y avait 2 semaines, pardon. J'étais resté là-bas en préparation pour l'Ironman Nouvelle-Zélande que j'avais pas prévu de faire et un de mes athlètes de longue date, Julien Guienne, qui est en plus un ami, un athlète. Alors ça mérite une petite histoire. On était, il y a toujours une C'est histoire pour ça avec que je la Arnaud. pose la question, c'est pour ça. Tu savais ce que tu faisais, mon rascal. Bah oui. Alors j'étais à Singapour, j'avais débuté mon activité coaching là-bas et puis on avait des séances d'entraînement qui se faisaient régulièrement, dont une le samedi qui était une sortie longue. Et j'ai vu arriver un Français, un Breton, qui était tout sauf fit et qui est venu, il m'a dit moi j'aime bien le triathlon, je voudrais faire du triathlon. Et je lui ai dit ben pas de problème, tu viens samedi matin, point de rendez-vous ici, on part, sortie longue, on va faire 120 bornes. Et mon Julien est arrivé avec un camelback. Alors je lui ai dit ça déjà, les camelbacks, ça c'est interdit sur un vélo. Il avait pas de connaissances sportives, il avait pas d'ambition spéciale à part vouloir faire du triathlon, mais il avait une volonté de faire. Le vrai breton taillé dans le granit, quoi. On est parti, on a fait la sortie longue. Au bout de 80 km, je l'ai ramené chez lui en PLS. Il se voyait plus les mains. J'ai dit, bah, c'est bon, le breton, on le reverra pas la semaine d'après. Et la semaine d'après, il était là, sans camelback. Et mon Juju, tous les week-ends, il était là. Il était toujours à la planche. Et c'est un mec qui, je pense, depuis que je le coach, ça doit faire pas loin de 10 ans, il a jamais dû sauter une session. Et Julien, qui était tout sauf un athlète, il a quand même fini 2 fois à Kona. Et voilà. Donc ça dit ce que ça dit. Qualifié fin des années 2010, donc à l'époque où il y avait 40 slots sur les courses, fallait pas. Et il est allé 2 fois à Kona vraiment par la peau des ongles en se qualifiant à la dernière place à l'arrache. Et cette histoire en Nouvelle-Zélande, c'est une histoire qui est particulière parce que donc j'avais fait l'Ironman Nouvelle-Zélande, on a eu une super bagarre sur le parcours, il revient sur moi sur la course à pied et puis j'arrive à lui en remettre une petite à la fin pour le faire sauter dans le dernier tour. Et on va au roll down. Moi j'étais qualifié parce que de mémoire j'avais dû gagner ou faire 2 dans mon groupe d'âge, donc on va au roll down. C'était Laura Sidal d'ailleurs qu'on aura un jour sur le podcast, qui est une très bonne amie à moi, qui était une athlète professionnelle et qui court toujours en pro et qui participait à la remise des dossards du roll down, enfin des slots. Et j'étais tellement content de me qualifier. Laura m'appelle, on se tombe dans les bras, on se fait un gros bisou, blablabla, on continue. Et il arrive le groupe d'âge de Julien. Julien, pas de roll down. Il était 2 ou 3 places après la fin des trucs et ça passe pas. Déception. Donc le roll down continue, on arrive au 70-74. 70-74, il y avait un slot. Le slot est appelé. Il n'y avait pas d'athlète qui voulait aller à Kona. Le slot roll down sur le plus gros groupe d'âge où il y a le plus d'athlètes. Retourne dans le groupe d'âge de Julien, appelle. Le mec qui était devant Julien prend pas et Julien prend. Et donc on se retrouve tous les deux qualifiés.
Là, et on a une super photo, et ça m'avait fait tellement plaisir parce que il y a pas beaucoup. Enfin, quand on coach, on est impliqué avec les athlètes, on connaît un petit peu de détails, on est un petit peu leur médecin traitant, quoi. Et Julien, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, c'est vraiment quelqu'un qui me fait plaisir de passer du temps avec. Et puis, il a un gamin qui a à peu près l'âge de mon gamin, sa femme s'entend bien avec ma femme. On a passé des années formidables ensemble à Singapour. Et aujourd'hui, il est pas très loin d'ici, il est vers Genève. Et on est allé 2 fois ensemble à Kona, et cette semaine de vacances qu'on avait passé là-bas à Kona, c'était vraiment quelque chose de particulier, et on en a des photos régulières, et je sais que ça avait vachement compté pour lui et vachement compté pour moi. Et moi, quand je passe la ligne d'arrivée à Kona, j'avais eu une année qui était pas facile, je bâche pas, je m'écroule complètement à la sortie. Je suis traîné et balancé dans la zone herbeuse qui est après l'arrivée, où il y a un peu à bouffer. Et j'étais assis avec Julien, et j'étais à 2 doigts de perdre connaissance, quoi. Et les secours arrivent, et, ils disent on va t'emmener dans la tente et tout. Et Julien, il se met devant les secours, il dit non non les gars, bougez pas, je sais ce qu'il lui faut, il faut juste à manger et un coca. Et donc il est allé me chercher une barquette de frites et puis un coca. Il me les a forcés dans la bouche. 5 minutes après, Arnaud, ring, c'était reparti. Et puis on a passé une grosse soirée, voilà. Et on a passé vraiment des vacances. Et c'est vraiment un athlète que j'apprécie beaucoup. Et je pense qu'en termes de coaching, lui et Scotty, c'est certainement les 2 athlètes qui m'ont apporté le plus de plaisir, parce que quand on coach, on a des gens avec du talent. Et ça, on le voit arriver, si vous voulez, c'est quelque chose qui est facilement identifiable. Et vous avez des athlètes qui n'ont pas de talent, mais qui sont des bosseurs. Et quand on a des athlètes qui n'ont pas forcément un talent naturel, mais qui sont bosseurs et qui sont à la planche tous les jours, et qu'on les voit progresser, 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 et décrocher le Saint Graal qui est même un petit peu au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer, eh ben, c'est aussi pour ça qu'on fait du coaching, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Elle est belle cette histoire. Je m'attendais pas à ça, mais je suis encore plus content de l'avoir posé cette question. Et c'est une évidence. Le talent, c'est une chose, mais c'est la fameuse règle des 3 T. Le talent, le travail et le temps. Et il y a que ça, quoi. Ouais, et puis toi, dans le cas de Julien, il a un gros poste à responsabilité dans une grosse boîte. Il avait été pilote de tanker à un moment, et il me racontait que quand il est arrivé, avant de commencer que je commence à le coacher, donc il pilotait ces espèces d'énormes bateaux qui transportaient du gaz ou du pétrole d'un pays à l'autre, et il faisait des sorties course à pied sur l'héliport, où il arrivait à faire des sorties de 18 ou 20 bornes sur l'héliport, et je me rappelle, il m'avait dit le tour faisait 63 mètres. Et je me suis dit, putain, lui, il va nous faire quelque chose. Ça va peut-être prendre du temps, mais il va nous faire quelque chose. Parce que quand on arrive à faire presque un SMI sur un héliport, la volonté, elle était là, quoi. Donc, et voilà. Donc, un gars, enfin, plus qu'un boulot pas simple, qui se déplace beaucoup dans le monde, pour une grosse boîte avec souvent une grosse pression. Et, euh, et souvent, quand on a des athlètes sur le long terme, comme ça, on arrive à développer une relation. Et des histoires, j'en ai comme ça quelques-unes. La prochaine fois, je vous parlerai. Et j'ai Scott, dont j'aimerais bien vous parler, et puis mon pote Greg aussi, qui est, euh, à qui on a peut-être sauvé la vie à un moment aussi. Et ça méritera une histoire où on parlera un peu de nutrition. Et donc voilà un petit peu. Donc on a eu un beau week-end triathlétique. Moi, je voulais dire un petit mot sur l'explosion des écoutes qu'on a eu avec l'épisode Romuald Lepers. On souhaitait vraiment tous à vous remercier, et ça nous conforte un petit peu dans l'idée que on n'a pas besoin de faire du Olav Alexander Bou pour que ce soit compréhensible et apprécié. Et j'ai trouvé que Romuald, il avait vraiment été excellent dans sa capacité à faire de la vulgarisation sur du sujet technique. Et on n'est pas tous des chercheurs, on n'est pas tous des scientifiques, mais c'est vrai que la façon dont Romuald a amené ses explications et tout ça, c'était vraiment limpide, compréhensible. Et même moi, je l'ai réécouté cette semaine en bagnole, et j'ai vraiment apprécié cette interview qu'on a fait avec Romu, et je tenais vraiment encore à le remercier, parce que c'est vraiment une belle interview. Ouais, on sent que le monsieur maîtrise de A à Z sont plus que ça, plus que de maîtriser, et la façon dont il le rend abordable à tout le monde, parce qu'en fait, même quand on n'est pas hyper spécialiste, et j'en ai dans mon entourage qui écoute et qui nous rapporte ça, c'est vraiment impressionnant, parce que bah, c'est une vraie Bible, hein. C'est une vraie Bible, c'est normal de la part de quelqu'un qui écrit des livres, donc ouais, c'était un bon moment. Merci à Romu.
Yes. Alors on bascule sur les gros événements quand même. Tu parlais de l'Alsman, je voulais quand même tirer mon chapeau moi à Thomas Lemaitre qui nous en empile quand même une quatrième. Alors et un, et deux, et trois et quatre. Thomas, moi j'ai eu l'occasion de voir le talent du mec en live. C'était l'année dernière à l'Altriman où je sors deuxième de l'eau et je leur fais un petit peu le coup du renard en Le transition. Birman, non? C'était pas au Birman? Ah, L'Altriman. c'était un Tri. Non, non, le Birman, j'avais beaucoup d'avance avant d'avoir beaucoup de retard. Donc à l'Altriman, on avait eu l'occasion de parler de cette course, mais c'est vraiment une belle course. Elle a lieu au 14 juillet cette année. Là, on en reparlera un petit peu, mais j'étais parti en tête du vélo, et en fait, j'ai pas réalisé tout de suite que j'étais en tête. C'est quand j'avais la moto devant moi, j'arrêtais pas de siffler et d'appeler le mec, et je lui dis mais je suis le premier. Il me dit bah oui, couillon, t'es le premier. Il y a la moto devant toi. Donc et ça à faire avec l'accent du midi quoi. Ben oui, couillon, va, il y a la moto. Et, euh, et donc on part et on fait ce tour du lac de Matemal d'ailleurs, qui est un endroit magnifique dans le monde, où je me verrais bien finir mes jours. Après on attaque une petite montée de col, petite route, et puis paf, là on s'enfile, on se croirait en Corse quoi, dans le maquis et tout, c'est vraiment sublime. Et j'étais là, bon bah t'es en tête, tu visses quoi. Donc j'ai vissé, et puis ça montait un peu en S, et je voyais bien un mec avec une tenue rouge qui arrivait derrière. Et mon pote Thierry Foulnou, qui a le team de fou là, Foufou, il m'avait dit bah tu vas certainement voir Thomas Lemaitre, donc tu lui passes le bonjour à un moment. Alors j'imaginais le voir un petit peu plus longtemps que ça. Quand il m'a rattrapé à vélo, ça usinait quand même. Il me reprend sur le haut d'une montée, je lui fais un petit peu le coup de la descente en prenant quelques risques pas toujours bien considérés, mais j'avais pas l'intention de lâcher la première place tout de suite, même si je savais que c'était inéluctable. Et on échange quelques mots, et puis derrière il est parti faire son show, et puis gagner l'Altriman de mémoire avec une bonne marge. Mais un sacré athlète, et puis arriver à gagner une course comme l'Alspan, qui est quand même pas une course simple, qui est quand même avec des conditions super changeantes tout le temps, 4 fois, on commence à être vraiment dans le lourd là. Et il pose le vélo, il est à 13 minutes ou 12 minutes de la tête, je crois. Ouais, c'est ça le truc qui est plus beau, c'est qu'il est loin et jamais Il il s'affole s'affole. pas. Non, Ouais. le gars, il est conscient de sa force et tout ça, il s'affole pas. Chaussettes, chaussures, nutrition, casquette, et puis il a fait, comme je comprends, il a fait une remontada dans la partie où il y a le plus de dénivelé pour la montée du Semnoz, où c'est extrêmement raide, et je pense qu'il connaît la course comme sur le bout de ses doigts, vraiment bravo à lui, bravo à tous ceux qui ont fait l'Halsman, parce que les conditions étaient ok, mais il faisait pas super chaud. Et puis le départ dans ce lac d'Annecy, c'est quand même une course qu'il va falloir qu'on finisse par, euh, par s'impliquer. Ben d'ailleurs, mon pote Julien avait, dont je parlais au préalable, il a fait Juju, il a fait l'Halsman il y a quelques années, et il avait sonné la cloche et il était monté le Semnoz. Donc une belle épreuve. Retour sur San Francisco. Alors vraiment moi je dois tirer mon chapeau quand même au Tessan, parce qu'on a quand même vu un spectacle, du vrai gros spectacle triathlétique. Je pense qu'en termes de retransmission, si on parle uniquement des images, c'était la meilleure retransmission que moi j'ai pu voir d'une épreuve de triathlon. Et c'était vraiment, c'était divertissant, c'était bien filmé, on passait d'un écran à l'autre. Le seul point noir, c'était vraiment des gros écarts sur les écarts GPS entre les athlètes. Je me suis d'ailleurs fendu d'un petit email au PTO en leur demandant quel était l'intérêt de faire porter des balises GPS aux athlètes, si c'était pour avoir une update sur les temps à la fin de chaque tour. Je pense qu'ils ont eu une couille là-dessus, ils n'ont pas communiqué encore, mais c'est quelque chose qu'on devrait savoir. Mais sinon, d'un point de vue athlétique, on a vraiment vu un spectacle hallucinant. Et je voulais commencer par la course des femmes, où on a vraiment vu le Taylor Nib Show. Alors là, je pense que on a on est en train de voir une athlète, la naissance d'une athlète, peut-être comme il y en a une par décennie ou une toutes les 2 décennies. C'est-à-dire qu'il y a eu Paula Niobe-Fraser, on a eu Natasha Badman, qui était peut-être pas si dominante que ça. Et sans faire offense à Natasha, peut-être qu'à un moment, Natasha est arrivée aussi entre 2 grandes périodes, entre les Paula Niobe-Fraser et les Daniel Arif qu'on ait pu voir. Mais Taylor Nib, elle est juste trop bonne, quoi.
C'est-à-dire que elle a une arme qui est redoutable avec sa natation, une arme encore plus redoutable avec son vélo. Et elle était classée, je crois, 16e ou 17e sur le ranking PTO au niveau de la course à pied. Elle a dû monter de 10 ou 12 places parce que elle a couru. Enfin, c'était vraiment un festival, quoi. Et elle a couru à cette vitesse-là sans confrontation directe. C'est-à-dire que, tu te rappelles, on échangeait pendant la course. Moi, je me suis dit, elle va faire footing. Mais en fait, non. Sur les 2 premiers kilomètres, elle était à la planche. Et on aura dit qu'elle voulait essayer de mettre le plus gros écart possible. C'était... bon, je pense qu'elle a couru vite, mais s'il y avait eu confrontation, elle aurait pu courir plus vite. Et tout ça en se fendant la gueule et en faisant des high five aux spectateurs qui étaient sur le bord de la route, quoi. Donc Ouais, c'est c'était, pour s'en débarrasser, je pense surtout. Parce ouais. que je pense que la dame qui Oh courait putain, en arrière, elle avait... oh là là là, oh les chiants, putain, mais. Et ça, c'était bizarre, le parcours était pas fermé, et on voyait bien qu'il y avait des Ouais, joggers du alors le dimanche. parcours course à pied, je le connais bien parce que j'ai traîné un peu à San Francisco entre. Enfin, quand tu rentres de Kona, généralement, quand tu transites par San Francisco, il y a entre 9 et 12 heures là-bas. Donc, comme moi, je suis un malin, je m'étais fait poser en rentrant de l'Ultraman en 2019. Un copain de l'Ultraman qui habitait à San Francisco m'avait posé sur le Golden Gate à 5 heures du matin et moi, mon vol était l'après-midi à 5 heures et donc j'ai passé une grosse partie de la journée à trottiner dans les rues de San Francisco. Et j'ai vraiment reconnu cette partie-là. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé un message dans la bosse qui montait à vélo. Et cette partie course à pied où ils faisaient un aller-retour, donc c'est vraiment du gravier, c'est presque un petit chemin parallèle à la plage. Et le rendu est pas extraordinaire, mais on la voyait courir à cet endroit-là. Et c'est vraiment un terrain qui était ouvert à tous les joggeurs du dimanche, quoi. Et c'était surprenant. Après, on n'était pas non plus dans la brousse, donc les gens faisaient un minimum attention. Il n'y a pas eu de situation un petit peu limite avec certains joggers, mais c'était. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis après, je me suis dit, putain, c'est quand même fun d'arriver à faire une des plus grosses courses mondiales avec une partie du parcours qui est qui était ouvert à la circulation des passants et des piétons. Et j'ai vraiment trouvé que le Tessan PTO avait fait un super travail à la fois sur l'aspect natation, vélo et course à pied. Ils avaient réussi à nous trouver un parcours qui était vraiment super intéressant. La natation, elle avait été légèrement raccourcie parce que la température de l'eau était très froide, hein. On était juste à 13 degrés, donc juste. Pour ceux qui ont regardé, tous les athlètes, c'était cagoule, gants et puis bouti. Avec des scènes un petit peu cocasses de certains athlètes qui quittaient les gants en cours ou qu'on avait perdu ou qui perdaient leur bonnet de bain. Alors comme on l'avait dit dans un des podcasts précédents, la baie de San Francisco, elle est vraiment particulière à nager parce qu'il y a énormément de courants en fonction des marées. Et quand ils étaient sur le bateau était à 2 km du point de sortie des athlètes, mais il y avait 7 km/h de courant latéral. Et ce qui faisait que on avait l'impression sur les images que le bateau en fait était en mouvement, alors c'était la masse d'eau qui bougeait, quoi. Et dès l'instant où vous avez vu les athlètes qui ont plongé ou sauté dans l'eau, ils ont été emmenés tout de suite sur le côté et c'était vraiment stratégique, une natation qui était très stratégique. Et moi j'ai trouvé qu'ils avaient bien joué parce que passer plus de temps dans l'eau, ça aurait pas forcément été une bonne idée, d'autant que il faisait très froid à l'extérieur, il faisait 13 degrés aussi quand ils sont sortis de l'eau. Et on sait tous que quand on trempe un peu dans le bouillon froid, qu'on sort et qu'il fait pas chaud, c'est pas idéal, quoi. Donc une natation qui était un petit peu bizarre, qui était très stratégique. On a vu un D'ailleurs, groupe qui, ouais, Imogen tire une trajectoire qui est pas du tout comme les autres, et c'est une stratégie payante parce que toutes les autres se sont dirigées droit vers le bord pour le longer après. Imo, droit dans le pentu, elle s'est servie du courant et elle finit avec 20 secondes d'avance. C'était plutôt malin, j'ai trouvé. ouais, elle sort super bien et moi je pense que ça la positionne super bien pour sa course où elle a pas à se poser la question de faire une remontada au début. Elle était en tête et j'ai échangé un petit peu avec elle. Elle était extrêmement satisfaite de sa course, quoi. Et pour ceux qui la connaissent pas, n'hésitez pas à revenir sur le podcast qu'on avait enregistré avec elle. C'est vraiment une belle athlète. Et, euh, et voilà, je suis très content pour elle, pour sa 4e place. Mais si on reste sur la course des femmes, donc Imo sort en tête et puis derrière on a très rapidement un groupe de chasse qui se forme à la sortie de T2 et qui explose d'entrée de jeu dès l'instant où Taylor Nib touche le vélo. Elle remonte. La différence de vitesse entre Nib et puis les autres compétitrices c'était vraiment impressionnant. Ils avaient 6 tours
de 13 km à vélo. Et Nib prenait en gros 1 minute 30 par tour, par 13 km. Donc elle était clairement dans une autre ligue. La seule qui arrivait à limiter les dégâts, c'est Kate Matthews. Kate Matthews qui, elle, perdait du temps sur Taylor Nib, mais c'était la seule qui perdait moins de temps en fait. Et il y avait une scène un petit peu cocasse d'ailleurs à la fin du second tour où le coach d'Ashley Gentle était interviewé par les commentateurs. Je sais plus si c'était Jack Kelly ou quelqu'un d'autre, et il lui demandait quel était l'écart, comment il voyait la course se dérouler et quel était l'écart qui était gérable. Et il avait l'air super confiant en disant que de toute façon Ashley Gentle était confiante qu'elle pouvait ramener la gagne à la maison dans la mesure où l'écart n'était pas supérieur à 5-6 minutes et que de toute façon l'écart ne serait pas plus que 5 à 6 minutes. Donc 5 à 6 minutes, on y était à la fin du troisième tour et derrière ça a fait que s'aggraver et je pense que quand Nib pose le vélo, elle avait 11 minutes d'avance sur Gentle. Donc 11 minutes sur 18 km, c'est pas la peine de vous faire un dessin, 45 secondes au kilomètre, elle aurait pu courir sur une jambe, l'affaire était réglée quoi. Mais je pense qu'on voit vraiment la naissance d'une athlète incroyable parce qu'elle performe partout. Elle s'est quand même qualifiée pour les Jeux là. Elle est qualifiée pour les Jeux en chrono. La nana, elle a quand même atomisé tout le monde sur sa première course Tessan. Donc c'est quand même l'année dernière, elle fait Kona à l'arrache avec un vélo sur lequel elle n'avait jamais roulé. Elle fait 4e en étant compétitive et en posant le vélo devant. Cette année, elle va faire les Jeux. Je pense que toutes les courses Tessan de fin de saison, elle va empiler le pognon comme certains empilent des crêpes à la Chandeleur. Derrière, moi, je la vois tout à fait partir sur Nice. Et quand on voit ce qu'elle a pu faire, le parcours vélo à San Francisco sur 80 km, il y avait à peu près, alors on avait entre 1100 et 1500. Moi, j'ai vu un parcours Strava de Van Drijl, je crois, où il y avait plus proche de 1150 mètres de dénivelé positif. Donc on a en gros le même dénivelé positif sur 80 km que ce qu'il y a sur Kona. Kona, c'est à peu près 1380. Mais Nib, avec le niveau qu'elle a en vélo aujourd'hui, elle va poser le vélo. Enfin, je pense que même une Lucy Charles aujourd'hui, elle n'est pas capable de rouler au niveau de Taylor Nib, et elle peut très bien poser le vélo à Nice avec 10 à 15 minutes d'avance, quoi. Et tout ça en étant en contrôle et sans jamais avoir l'impression d'essayer, quoi. Et moi, je trouve ça incroyable qu'on ait une athlète de ce niveau-là. On avait vu ces dernières années le niveau féminin monter. Et Danielle Arif avait été énormément actrice sur ça parce que elle s'est retrouvée à un moment avec un niveau clairement au-dessus des autres filles. Et derrière, on a vu les autres filles fermer le gap petit à petit, arriver et remonter au niveau de Danielle Arif jusqu'à la battre. Mais là, aujourd'hui, il y a vraiment une Taylor Nib qui est à vélo. Elle était, faudrait qu'on regarde les temps, mais je pense qu'elle a roulé extrêmement proche des temps de certains pros hommes. Et moi, je pense que le PTO, faut qu'il rajoute une règle, c'est que quand vous vous faites doubler par Taylor Nib, vous êtes disqualifié d'entrée de jeu parce que c'est vraiment elle est tellement au-dessus du lot que ça en devient risible. C'est même plus marrant, quoi. Et je pense que pour les athlètes pro femmes, aujourd'hui, elles ont tout un énorme problème avec cette Taylor Nib parce que elle est extrêmement jeune, elle a un talent de dingue et elle a une énergie débordante. On a presque l'impression quand elle est interviewée qu'elle a la DHD, quoi. Elle saute partout, elle tourne et elle a des réponses tout le temps extrêmement directes. Et moi, je l'aime beaucoup, Taylor. Je trouve que c'est une belle icône pour notre sport. C'est une belle athlète. Elle est grande, enfin 1m77, elle est élancée. Et sur le vélo, mais qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pour moi l'épitome de l'athlète féminine, classe, puissante, vraiment une superbe athlète. Alors très exactement, donc Taylor Nib roule en 2h09. C'est la classe première à 5 minutes d'avance de Kate Matthews qui fait le deuxième temps vélo. Et derrière, en fait, chez les hommes, c'est le temps de Bradley Weiss, 2h09 à quelques secondes près. Donc qui lui par contre fait donc Bradley Weiss termine 19e, c'est le dernier, et il y a Javier Gomez. Donc en fait elle roule aussi vite que Javier Gomez, qui est quand même pas un inconnu dans le monde du triathlon chez les gaziers, quoi.
Ah, ça fait mal d'entendre ça. Ah ben Taylor ouais. Nib qui roule aussi vite que Javier Gomez. Ouais. Bon, Rappelle-toi une année où Daniel Arif, sur la partie retour, Kawai et Kona, sur les derniers 60 kilomètres, elle avait fait le deuxième temps vélo, hein, non, elle homme-femme roule plus vite, confondu. elle roule plus vite que les hommes. Sur les Ouais, ouais, mais 40 derniers, ouais, ouais, mais sur les 60 derniers, sur le retour sur la Queen K, elle avait fait le deuxième temps homme-femme confondu, quoi. Donc c'était, ouais, ça fait mal, quoi. Ça Ouais, fait très alors très c'était mal. une gestion de course particulière. Je crois que c'était 2019, il me semble. C'était la dernière année où elle avait performé à Kona. Mais il me semble que les gaziers avaient déjà bien usiné et bien poncé le plateau. Je crois que c'était Yann Frodeno qui avait lancé un peu tôt tout ça et qui avait mis tout le monde d'accord. Je crois que c'est l'année où Tim O'Donnell fait deuxième derrière Yann. Mais il me semble qu'ils n'étaient pas dans la même phase de course. Je m'étais expliqué ça comme ça à l'époque, en tout cas. Oui, oui, mais bon, eux, je peux te dire qu'ils s'étaient pas expliqué ça comme ça en se disant que vraiment ça craignait. Et c'était Josh Amberger, je me rappelle, qui avait dit que il avait passé la fin de la course à regarder dans le rétroviseur parce qu'il savait que ça revenait et que ça revenait très très fort de l'arrière, quoi. Donc, ouais, ouais, fantastique course, une course vraiment divertissante. Et encore une fois, pour revenir sur le footage, pour la première fois, le PTO, ils avaient la course hommes et femmes qui avait lieu quasiment en même temps. Il y avait 45 minutes d'écart entre les deux épreuves. Et ils ont fait vraiment un super job à arriver à couvrir à la fois l'épreuve hommes et à la fois l'épreuve femmes. Euh, Seul petit point qui pourrait avancer, mais ça je pense qu'il l'avait pas vraiment imaginé, c'est que Taylor Nib a été tellement rapide que il y avait des phases de course qui se passaient pendant qu'elle était en course à pied, alors que c'était le finish des hommes. Et il y a eu 10 minutes où, ben, à juste raison, ils ont passé plus de temps sur la fin de course homme, mais on a vu un petit peu moins ce qui se passait au début de la course à pied à l'arrivée à T2 chez les femmes parce qu'il y avait simplement la course homme qui était c'était le feu d'artifice devant, quoi. Donc tu nous redonnes les résultats de la course. Donc Taylor Nib première. Taylor Nib première en 3h38, 3 minutes 46 derrière Kat Matthews et 7 minutes 05 la troisième, donc Laura Philippe. Hum. Laura qui était son premier Tessan, qui a tenu son rang. Laura qui est mariée avec son coach, hein, qui est un grand coach et qui coach pas mal d'athlètes, dont Annie Haug et, et consorts, et qui est aussi une athlète que j'adore parce qu'elle déborde de talent et elle a fait une course qui était pleine, hein. Elle et Kat Matthews, on peut pas dire qu'elles aient eu des difficultés, on peut pas dire qu'elles aient eu des problèmes. Kat Matthews, elle a juste droppé la chaîne à un moment, mais ça ne l'a pas arrêté plus que 20 secondes. Mais ces deux filles, elles ont performé quasiment à leur plus haut niveau et elles prennent 3 et 7 minutes, quoi. Donc ça donne une idée de la performance de Taylor Nib. Imo Simons qui finit quatrième. Ouais. Et à 9 minutes 21 quand même, hein. Donc il y avait des écarts qui étaient monstrueux quand même. Et le parcours vélo était vraiment un beau parcours avec des bonnes difficultés. Il y avait une grosse montée qui montait un petit peu en deux fois. Et comme je disais tout à l'heure, pour avoir couru sur ce parcours-là, sur cette route-là, cette petite route qui remonte depuis le bord de mer jusque sous le Golden Gate, c'est pas régulier du tout. Il y a un endroit, il y a une bonne patate, il y a un pitch qui doit être facile entre 12 et 14%. Et, et forcément, bah, ça vous détend, surtout quand il faut le faire 6 fois d'affilée, quoi. Et puis ils arrivaient, quand ils étaient sur la partie haute, ils étaient un peu dans le brouillard. Ça avait l'impression ouais, ça vallonnait. Il bruinait un petit peu. La route était gramouillée. C'était vraiment un parcours qui était beau, qui était technique, qui était esthétique, parce que les passages où on voyait le Golden Gate en arrière-plan et tout, ça avait quand même de la gueule. Moi, je me suis vraiment régalé à regarder cette course femme. Belle retransmission, super spectacle, des belles athlètes, enfin vraiment du super spectacle, quoi. Faut prendre les cacahuètes et le popcorn et puis bien se régaler ça. D'autant plus que ça avait eu lieu en même temps que la course homme, où là nous avons eu carrément, pouf, je pense, une des plus belles courses de triathlon qu'on ait eues sur ces dernières années. Ouais, ça m'a fait un petit peu. J'ai vibré de la même manière que je crois que c'était les mondiaux 73 2018 Afrique du Sud. Et je crois que ça doit se trouver sur YouTube. S'il y a une course qu'on peut regarder de bout en bout, c'est celle-là avec à la fin un trio. Je crois que c'est Frodeno, Gomez, Brownlee. Et c'est du début à la fin, c'est palpitant comme ça. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vibré autant devant une course homme.
Alors juste le seul petit bémol qu'on aurait pu mettre, c'est, bah, on en a parlé d'ailleurs pendant le live, c'était l'absence du Race Ranger. Il y avait un peu de drafting quand même sur les phases, sur les premiers kilomètres. Il y a d'ailleurs, on le salue, il y a notre ami qu'on a reçu sur le podcast, notre ami Yannick Matejisek, qui m'en a parlé un petit peu en off, et on en parlait aussi pendant la retransmission. Euh, c'est vrai que l'absence de Race Ranger, on s'était dit, est-ce que ça va avoir une importance ou pas? Je pense que avec la pourcentage de pente et avec les phases de course, ça n'a pas tant influencé que ça. Oui, il y avait des distances qui n'étaient pas respectées, mais je pense que ça n'a pas du tout joué. Je pense même que ça a coûté la course à quelques-uns, et ça c'est un point de vue qui m'appartient, hein. Sur du plat, si tu te mets un peu dans les roues, tu peux économiser les watts et éventuellement ça fausse la course. Dans une côte, si t'es pas à ton tempo à toi, tu te mets dans le rouge et la seule chose qui te pend au nez, c'est de te faire sauter le caisson. Et je pense qu'il y en a qui ont joué avec le feu et je pense qu'il y en a quelques-uns qui se sont cramés les ailes. Mais ça, c'est mon avis. Les résultats et les écarts à la fin s'expliquent, je pense, en partie comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, alors c'est vrai que c'est important d'en discuter de cette absence de Race Ranger. Et alors moi, je me suis demandé un peu pourquoi il l'avait pas mis. Est-ce que c'était une question de... Alors, on peut tout imaginer. Faut jamais oublier que le PTO est là pour nous vendre du spectacle. Et Apparemment, le matériel ne serait pas arrivé sur place suffisamment tôt. alors moi, j'ai eu un autre truc, c'est que les essais qu'ils ont fait, c'est que les datas qui étaient conduites par le Race Ranger étaient pas suffisamment fiables pour qu'elles puissent être utilisées par les marshals. Quoi qu'il en soit, les athlètes ont joué le jeu dans la mesure du possible. Certains passages étaient quand même étroits sur plutôt des petites routes, des parties sinueuses. Je trouve que la majorité des athlètes, à part Brownlee, ont quand même joué le jeu. Brownlee était quand même régulièrement, mais alors régulièrement dans la zone grise et il jouait un petit peu avec le feu. Ça en a énervé quelques-uns. J'ai vu quelques gestes et quelques mouvements. Euh, Ce, je sais pas si c'est le début de la fin de Race Ranger ou est-ce que si c'est un vrai problème technique qui va être amené à résoudre parce que rappelez-vous à Singapour il devait y avoir la version 2.0 du Race Ranger et ça n'avait pas été utilisé parce que ça fonctionnait pas. Est-ce que c'est des choses qui sont pas forcément adaptées à des circuits type circuit à boucle tel qu'on le vit maintenant? Quoi qu'il en soit, le parcours vélo était suffisamment sélectif pour faire des écarts et moi je trouve qu'ils ont vraiment fait un bon job de pas pénaliser les athlètes qui se retrouvaient des fois dans une zone relativement proche parce que de toute façon quand ça monte à 10% vous pouvez être à 2 mètres sauf si vous appelez Pogacar et puis Vingegaard. D'ailleurs si vous regardez en ce moment la nouvelle série sur Netflix sur le Tour 2023, oh putain c'est beau quoi. Ah putain, C'est bien c'est fait. beau. C'est super C'est bien fait. bien fait, c'est bien filmé, enfin c'est magnifique quoi. C'est divertissant. Putain, c'est vraiment beau. Enfin, bref, petit aparté. Mais mais ouais, là la vitesse de déplacement des mecs était vraiment faible dans les parties montantes et puis ça permettait d'avoir plusieurs athlètes à l'image et moi, je pense que c'était une volonté délibérée du PTO de rendre la retransmission un petit peu plus excitante, d'avoir des athlètes qui pouvaient se doubler et qui étaient au combat proche quoi. Et franchement, alors déjà ils ont fait un super job à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de pénalités qui ont été balancées comme ça de façon arbitraire. Et je trouve que c'est très bien parce que ça a gardé l'intérêt de la course. Et surtout, ça n'a pas donné d'excuse à certains athlètes de se dire ben, j'ai pris 1, 2 ou 3 minutes ou 5 minutes et je tire la prise et puis je finis en roue libre. On a vraiment vu les forces en présence. Euh, Moi, je veux tirer mon chapeau à Rico parce que Rico, champion du monde 73, la course à Miami, il avait été à la bagarre pour essayer de prouver à tout le monde. À savoir que, un petit insight, Rico, il a été quand même accusé d'avoir gagné les championnats du monde 73 plutôt par l'absence d'autres athlètes que par ses forces. Et c'est quelque chose qui lui a énormément pesé et qui continue à le peser. Et Rico, dès le début de saison, il a à cœur de vouloir remettre l'église au milieu du village et de dire que quand on gagne un championnat du monde 73, on n'est pas un guignol. Et il avait fait une magnifique course à Miami.
Et là, il a vraiment montré qu'aujourd'hui, ben, il fait partie des 3 meilleurs mondiaux sur le moyenne distance. Et le gars, c'est une putain de machine de guerre, quoi. Ça nage devant, ça roule devant. Et puis en course à pied, il a jamais, jamais rien lâché, quoi. À part dans les 50 derniers mètres où il se fait, comme tu dis, sauter le caisson. Mais, euh, mais c'était vraiment impressionnant, quoi. Ils ont atteint des vitesses on en parlait quand on l'a annoncé. On s'était dit il y aurait pas du 45 de moyenne, mais je m'attendais pas à ce qu'ils fassent du plus de 40 de moyenne quand même, quoi, parce qu'avec le dénivelé annoncé 1000 mètres enfin plus de 1100 sur 80 bornes, c'est quand même énorme. Ils arrivent à rouler et ils sont en chrono et donc encore une fois ils roulent pas en peloton non plus, hein, donc Et avec des arrêts demi-tour, quoi. C'était des arrêts oui, oui. quand Donc tu passes de 40 à 0, quoi. ouais. Et derrière une grosse relance derrière. Donc la course des hommes, la façon dont ça s'est déroulé, ben départ natation, gros courant et ça a nagé très 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 fort devant. Il y avait devant, c'était Aaron Royle qui s'est retrouvé rapidement à la bagarre devant avec quelqu'un qui avait perdu son bonnet derrière et c'était certainement Gomez, je pense, avec sa, sa façon de nager très relâchée et tout ça. Et ça se regroupe un petit peu, ils sortent à 4, 5 ou 6 relativement proches à la fin de la natation. Les 5 Et, premiers sortent en 8 secondes ou quelque chose comme ça. Il y a Ben Canute, Rico Bogen, Mick Canute, Martin Van Riel et Javier Gomez qui sortent ouais. devant. Donc ça sort tout ce petit monde devant. Moi je dis oh putain Gomez il est à la fête et Bogen a tout de suite montré à tout le monde parce que la transition était longue, hein, il y avait pas loin d'1 kilomètre je pense. Et Rico il a tout de suite envoyé la sauce sur la sortie de l'eau et quand ils sont partis à vélo c'est vraiment parti comme des sauvages quoi. Ils sont montés dessus la première partie. Alors je sais pas si les mecs voulaient se réchauffer ou quoi. Mais je me suis dit quand ils vont arriver dans la première bosse, ils vont se faire une bosse sur le front, c'est pas possible quoi. Ça a vraiment usiné d'entrée de jeu. Rico a été extrêmement présent sur le début du vélo en se positionnant devant et en roulant à l'attaque. Et derrière, tout de suite, on a vu arriver Kyle Smith remonter un petit peu de l'arrière. Et l'homme en rose et jaune, qui d'ailleurs a la plus Et belle trifonction c'est ça, depuis les depuis longtemps. pharaons. Voilà, Ouais. depuis on n'a jamais rien vu d'aussi beau que Martin Van Reel. Et C'était Martin, marrant d'ailleurs parce que sur l'écran, en fait, le fond était parce que le ciel était très nuageux, donc la lumière était très grise et tous les athlètes avaient des tenues relativement entre guillemets avec des coloris standards. C'était ou du noir ou du blanc ou c'était assez sobre. Et il y en avait qu'un qu'on voyait qui ressortait à l'écran comme s'il était mis en fluo en fait. Mais c'était bien fait. ouais, c'était bien fait. Et c'est vrai que sa combi, elle est trop belle. Et puis, alors moi, j'ai un petit faible sur Van Reel. Je trouve que déjà, c'est un mec qui, putain, il présente bien. Tu sais à qui il me fait penser? Il me fait penser à Frodo un peu. Dans son attitude où il est un peu le patron sans le dire, et puis il a une attitude presque un peu suffisante, mais toujours. Et c'est un gars qui a beaucoup d'humour. Et moi, je trouve que c'est vraiment vraiment un bel athlète. Quand vous le regardez sur le vélo, il a pas l'air impressionnant en termes de taille. Il fait quand même 1,84 m, Martin Van Driel. Donc le mec, il est quand même monté costaud. Et il a une position sur son vélo qui est vrai. Il est vraiment beau. On voit qu'il y a eu du travail de passer en soufflerie. C'est quand même un mec qui vient du cours, hein. Donc il a 31 ans et il a fait quatrième c'est à Tokyo ou ouais, à Tokyo quatrième. Donc le mec, il est quand même juste aux portes du podium. Là, il est requalifié pour les Jeux de Paris, il me semble. Ou est-ce que dans l'équipe je sais pas, tu nous fais un petit peu Ouais, ouais. de fouille, Je cherche. de Allez-y, fouille allez-y. Google. Mm. Et Van Driel, alors, il avait gagné plusieurs 73 déjà de mémoire 3. Il était vu vraiment comme un épouvantail parce que les 73 qu'il avait gagnés, il les a gagnés vraiment tellement haut la main que ça n'était même pas marrant. Et il y avait quand même des discussions sur le fait que Van Driel avait gagné ses 73 parce qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition. Là, on peut pas dire qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition. Le gratin mondial, à part 5 ou 6, était présent sur cette course de San Francisco. Et il a vraiment fait une démonstration de son talent à la fois en natation, à la fois en vélo et surtout en course à pied, quoi.
Martin Van Driel, quatrième au JO, et d'ailleurs au JO de Tokyo, pardon, il avait ranquillé et il se posait beaucoup de questions parce qu'il avait énormément de succès sur le court distance. C'est quand même un 5 sur 5, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'est aligné au départ d'un half, il a aligné tout le monde, c'est le cas de le dire. Donc on discute un peu comme ça en off sur Insta, et il me disait ouais, ça va être difficile de garder le streak jusqu'au bout. Et je dis bah oui, surtout qu'il y a un petit Français qui risque d'arriver et de foutre le bazar, mais ça on en parlera un peu plus tard, des gens qui vont passer du court au long après les JO. Mais effectivement, c'est un monsieur il se focus sur les JO depuis 4 ans, enfin depuis 3 ans, parce que Tokyo c'était il y a que 3 ans entre guillemets. Donc il arrive avec une prépa court et il fracasse tout le monde sur le half. On va voir ce que ça va donner, mais je pense il est en pleine bourre, et dès qu'il va basculer sur le long et qu'il va se focaliser vraiment dessus, parce que là pour l'instant c'est pas le cas, ça va faire on va se faire des nœuds au cerveau, je pense, du côté des startlistes. C'était Yann qui disait pendant les commentaires que une question lui a été posée sur comment lui se serait préparé pour les courses Tesson. Et il disait que la meilleure préparation que lui il envisageait, c'était une préparation qui était très proche et très similaire à une préparation du cours. Parce que même si Yamaha c'est des courses sans drafting, le type d'effort est plus proche pour lui d'une préparation au cours, parce que la densité d'athlètes fait que c'est vraiment un combat au coude à coude, et là on l'a vraiment vu sur cette course-là, mais que la préparation du court distance, les athlètes du court distance étaient certainement bien outillés pour pouvoir performer au plus haut niveau sur les courses T100, quoi. D'ailleurs on le voit, hein, la plupart des athlètes hommes ou femmes qui sont devant, c'est des athlètes qui viennent du court, hein. Donc ouais, là, on retour à la course, grosse bagarre à vélo et un gros regroupement avec un Sam Long qui a bien nagé, qui a plutôt bien nagé puisqu'il sort avec Alistair Brownlee, et bon, la natation en combi avec le courant et tout a certainement nivelé un petit peu les niveaux. Je pense que Sam a plutôt bien nagé dans l'eau froide, Alistair a pas trop bien nagé dans l'eau froide, et il s'est retrouvé à remonter rapidement sur le devant du vélo, mais il est allé progressivement, et je me suis dit, il nous fait pas trop d'une Sam Long alors soit il avait une idée en tête et il pensait aligner tout le monde en course à pied, soit il avait un petit peu moins les cannes, ce qui nous a fait d'ailleurs échanger pendant le live en se disant, est-ce que on arrive un petit peu sur la partie descendante de la montagne Sam Long du début de saison? Moi, j'aurais tendance à le croire parce qu'il a quand même fait des courses à un tel niveau depuis le début de saison que c'est très compliqué d'arriver à maintenir un tel niveau sur la durée complète de la saison. C'est peut-être une bonne chose pour lui sur la deuxième partie de sa saison parce qu'il a quand même annoncé qu'il voulait aller à Kona. Et peut-être qu'il faut qu'il se préserve un petit peu, mais confronté au top niveau mondial, il a pas fait le poids. À vélo, il a pas fait l'écart. Big up à Magnus Ditlev qui a fait du Ditlev robotique, hein. Il est sorti de l'eau. Voilà, à vélo. Moi, il m'a fait peur dans les parties descendantes. Il y avait 2-3 fois, il y avait la moto qui était derrière. Oh là là, tu dirais une girafe sur le vélo. Putain, il prenait 2-3 virages. Je me suis dit, il va finir dans les barrières, ce grand machin. Il va falloir chercher la désincarcération pour le sortir. C'est pas possible, quoi. Je le sentais pas super à l'aise. Alors, il est un peu noté comme étant un athlète qui est pas super technique sur des parcours extrêmement techniques. Moi, je trouve qu'il tient bien le guidon, mais là, il avait pas l'air super à l'aise, et on sait tous que dès l'instant où la route allait gramouiller, les sensations sont vraiment différentes. Et puis il a quand même, il s'est fait opérer du poignet il y a moins de 2 mois. Donc, je pense qu'il avait pas forcément envie de s'en remettre une. Le gros enseignement du vélo, c'est que sur un parcours qui est extrêmement sélectif et avec des parties, des bonnes montées et surtout des parties descendantes un petit peu techniques, ça nivelle quand même énormément le niveau, et les Uber bikers type Ditlev Long, c'est quasiment impossible pour eux de faire un gros écart. Et si on veut comparer ce parcours-là avec celui de Singapour, qui était à peu près similaire en termes de dénivelé, la différence avec Singapour, c'est qu'il n'y avait pas de partie technique en descente. C'était une descente de pont qui était toute droite, il y avait juste des virages à 180 degrés. Là, c'était de la petite route qui serpentait et tout ça. Et on a vu certains athlètes extrêmement puissants sur le vélo
qui avait un petit peu plus de mal à faire la différence. Et ce qui a permis de mettre en lumière un petit peu les qualités d'excellents cyclistes de nos deux Français, Mathis et puis Clément Mignon. On a vu un Clément vraiment à la bagarre, revenir petit à petit, extrêmement à l'aise dans les parties à fort pourcentage et surtout très 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 confortable sur son vélo dans les parties descendantes, un petit peu techniques, au point que Clément était rejoint la tête dans le dernier tour vélo, si je me rappelle bien. Et il y avait vraiment une grosse bagarre à l'avant de cette course vélo où on a 8 athlètes qui rentrent ensemble en transition. Le premier étant Sam Long qui leur met une petite pétée sur la dernière partie plate. Et tout le monde arrive coude à coude en transition. Vraiment une transition type WTCS. Et là, départ feu d'artifice. Il rentre à 9 au parc avec Sam Long qui fait donc le meilleur temps vélo. Et juste derrière, mais trois Fariens, Clément Mignon, Mathis, Kyle Smith, Rudy Van Berg, Rico Bogen, Mika Nout, Martin Van Driel et Magnus Ditlev. Et derrière, c'est un petit peu plus lent puisque ça pose à 2 minutes 30 quand même. Hein. Donc 2 minutes 30. Les 9 premiers se tiennent en 8 secondes sur le T2, arrivé à T2. C'est impressionnant. Hein. Ouais, ouais. Et moi, je pensais, tu vois, j'imaginais qu'on aurait les Uber bikers auraient réussi à faire plus d'écart sur ce type de parcours. Euh, Pousser 450 watts sur le plat en position aéro et monter une bosse à 10-12% quand on doit traîner une grande carcasse, c'est pas tout à fait le même sport. Et j'ai vraiment trouvé que ça mettait en valeur différentes qualités chez les athlètes. Et on se rend compte qu'effectivement nos deux athlètes français, ils ont tiré leur épingle du jeu. Hein. Ils sont costauds sur les parties plates, ils sont costauds dans les parties montantes, ils sont costauds dans les parties techniques. Et puis on avait notre Mathis et puis notre Clément qui étaient bien présents, qui étaient à la bagarre et qui ont bien montré le maillot. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment les mecs, ils ont bravo, hein, chapeau, et ils ont jamais lâché l'affaire. Et et puis un Kyle Smith qui était vraiment impressionnant parce que il sort bien de l'eau. Derrière, en vélo, il a été présent et surtout, on n'a pas eu une course d'attente d'aucun athlète. C'est-à-dire que tout le monde faisait du boulot, tout le monde essayait de faire sauter les copains. C'était vraiment, en termes de retransmission, je pense que c'était du pain béni pour le broadcast. Ça a vraiment, c'était vraiment une belle course, très agréable à regarder. Et puis ce départ course à pied où on a Sam Long qui sort premier de T2, qui prend tout de suite une quinzaine de mètres d'avance. Et moi, je me suis reculé sur mon fauteuil et je me suis dit, est-ce qu'on va voir du grand Sam Long comme on avait pu voir sur les autres courses début de saison avec une course à pied vraiment stratosphérique. Et on a tout de suite compris que ça allait pas tout à fait se passer comme ça, avec Kyle Smith qui revient, mais alors littéralement comme une fusée sur Sam Long et qui le fait sauter d'entrée. Et de derrière, la fusée jaune et orange, rose, fluo qui est revenue au train. Martin Van Driel qui est encore une fois un parallèle avec Frodo, mais il me fait vraiment penser à Yann quand il court. Très léger, super bien posé. Et on avait vraiment l'impression qu'il était en jogging. Alors on sait à la fin qu'il n'y était pas, mais moi je l'ai vu sur les 18 km, on avait l'impression qu'il respirait par le nez, quoi. C'était le gars, il était facile. Et dès l'instant où Kyle Smith et Martin Van Driel se sont retrouvés en tête de la course, dans l'arrière-plan, en fait, on a vu arriver une montagne de muscles qui revenait petit à petit de façon progressive. Et l'ami Rico, il a jamais lâché l'affaire. Il a fait un effort phénoménal sur les 2 premiers kilomètres. Il recolle au paquet de courses. Personne n'a pu courir avec eux. Et on a eu derrière un mano à mano à 3. Van Driel, Smith et puis Rico, qui ont fait tout le reste de la course épaule contre épaule, à se mettre des mines, à se pousser. En fait, le podium était quasiment assuré. Ils continuaient à prendre très légèrement du temps sur les athlètes qui étaient derrière. Alors derrière, il s'est passé beaucoup de choses, mais devant cette course, c'était vraiment phénoménal, c'était vraiment beau. Le parcours, c'était des allers-retours le long de la plage avec des demi-tours où il y avait un petit peu de jeu de chat à la souris. On voyait Rico qui essayait de leur en mettre une petite, les autres revenaient.
Rico s'écartait dans les virages pour laisser passer Kyle Smith. D'ailleurs, à un moment, on le voit, il fait un geste à Kyle Smith de passer et Kyle Smith refuse de prendre le relais parce qu'il y avait pas mal devant. Et à la décharge de Kyle Smith, moi je préfère courir derrière Rico Bogen que devant parce que quand on voit le bestiau, il y a quand même un peu d'aspiration. Et il est impressionnant ce Rico, quoi. Il a 23 ans. Hein, Il a fait réagir d'ailleurs plusieurs fois Yann Frodeno aux commentaires. Il disait il est jeune et on voit il y a un certain manque d'expérience sur deux trois phases de course, notamment sur les virages parce que c'était des allers-retours, donc à chaque fois c'était des relances et des demi-tours. Les trajectoires, il prenait pas du tout les optimales au départ. Il s'est mis à faire des bonnes trajectoires parce qu'il avait vu que ses deux collègues lui mettaient des petites relances correctes à chaque demi-tour. Il s'est dit tiens, je vais peut-être faire comme eux parce que prendre à la corde à chaque fois ça marche pas bien. Et puis sur une autre phase aussi, les phases de transition. Enfin, c'est une brute, mais c'est une brute en pleine découverte de ses performances. Je pense que Rico, il a encore plein de choses à découvrir et à apprendre. Et on n'est qu'au début de Rico sur le devant de la scène, je pense. Mais pour en revenir à ce que tu disais juste avant, le départ de T2, on se serait cru sur une WTCS. Enfin, c'était dingue. Ça courait. J'ai pas vu, j'ai pas réussi à avoir la stat, mais j'aimerais bien avoir l'allure du premier kilo. Parce que je pense que ça a dû. On m'a dit que le premier kilo aurait été couru en 2,48. Que Kyle Smith aurait couru 2,48 sur le premier kilo, quoi. Donc, ça t'étonnerait pas, hein. Mais c'était de la folie, quoi. Et derrière, il se passait quand même des choses. On avait des athlètes qui essayaient de défendre leur position. Il y a le non-événement, c'était un petit peu Gomez, qui est clairement pas au niveau. Brownlee qui tire pas la prise pour une fois, mais qui est clairement pas au niveau. Du moins pour aller se battre pour le podium. Et nos Français qui ont quand même tenu leur rang, malgré le fait qu'ils aient fait un gros vélo devant au niveau des meilleurs. On se rend compte qu'en course à pied sur un tel parcours, c'est compliqué d'arriver à jouer devant. Magnus Ditlev qui fait une course à la Ditlev, c'est-à-dire qui est réfléchi, posé, sans à-coups et qui arrive à maintenir sa position. Il fait 4, hein, c'est ça, Ditlev, et Mikanoud 5, c'est ça? Oui, c'est ça. Si on prend le top 5, Martin Van Driel, newcomer. Derrière, Kyle Smith. Kyle Smith, il y a un an, personne n'en parlait. Hein. Il revenait de blessure, il a eu des moments difficiles. C'était quelqu'un qui avait déjà un beau palmarès depuis depuis le début de la saison. C'est vraiment un festival qui nous fait Kyle Smith. Rico Bogen, c'est encore un gamin. Hein. Les mecs, ils arrivent, ils cassent tout sur leur passage. Quatrième, Magnus Ditlev. Magnus, il est jeune aussi. Hein. C'est pas un truc. Hein. Cinquième, Mikanoud. Mikanoud, c'est pareil, il doit avoir 22 ou 23 ans. Si vous regardez le gabarit de ces mecs-là, le plus petit c'est Kyle Smith, il fait 1m83. Donc si t'es pas monté comme un troll, tu peux plus te battre devant, quoi. Les mecs, c'était vraiment du beau spectacle, c'était vraiment une belle retransmission, c'était vraiment le triathlon à son meilleur de ce que j'ai trouvé, moi. Des jeunes, des athlètes qu'en veulent, une grosse bagarre. C'était vraiment du beau spectacle. Et des vitesses de déplacement qui sont assez incroyables, hein, puisque on a quand même. Alors, on va aller jusqu'à tout. Allez, on pousse le top 6, parce que du coup, le top 5, on s'arrête juste avant ce qu'il faut. Top 6, Mathis Margerier. C'est pareil, hein, il est pas anorexique non plus. Mathis, quand on le voit courir, il est dans le bon gabarit, on va dire, du coup. Et puis, on a notre fameux Sam Long, donc du coup, qui court pas derrière, qui finit 8. Et Clément, c'est pareil. Clément Mignon, il est peut-être pas filiforme comme les anciens standards triathlétiques, mais il nous fait une course de ma boule. Il court quand même 3,23 au kilo sur les 18 bornes après un vélo à plus de 40 avec 1100 mètres, plus de 1100 mètres de dénivelé, c'est énorme. On a toujours notre bip bip le runner, Jason West, qui est le seul à casser la barrière de l'heure encore, puisqu'il fait 59,43, il court à 3,15. Mais bon, il finit 17 parce qu'il est trop loin, derrière à la bagarre. Mais ça n'a pas été un facteur. À aucun moment il a été. Il a jamais été facteur, et même avec une course comme ça, parce que les écarts sont quand même pas si. Enfin, si, il y a des écarts, mais
pas suffisamment pour être comblé que sur une course à pied sèche, quoi. Non, non, et puis la course homme était beaucoup plus compétitive et serrée en termes d'écart que la course femme. Enfin, il y a pas un athlète comme Taylor Knibb qui arrive à conduire des écarts vraiment gigantesques comme ça. Moi, je trouve que c'était vraiment, je trouve que le Tessan a vraiment trouvé son rythme. On va voir un petit peu ce qui se passe sur les prochaines courses. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que j'espère qu'ils vont continuer à nous garder des parcours un peu sélectifs comme ça, qui passent quand même super bien à la télévision. C'est vraiment l'enseignement qu'il faut faire de ce Tessan-là, hein, c'est que voir des gens qui roulent vite, quelque part maintenant, c'est plus télégénique, quoi. C'est avoir des gens à la bagarre, et les gens à la bagarre, c'est quand même beaucoup plus vivant et c'est un petit peu plus différenciant quand il y a des moyens, des secteurs sur lesquels les gens peuvent s'exprimer différemment. Donc en fait, il faut des parcours un petit peu plus variés que des pistes. C'est vrai que le Tessan, le premier Tessan Miami, il était moins fun à regarder, il était sympa puisque c'était bien fait, mais on peut pas comparer le Tessan Miami et le Tessan San Francisco. Là aujourd'hui, San Francisco, ça, c'était festival du début jusqu'à la fin, quoi. Ouais, et je pense que c'est un petit peu un choix stratégique qui sont faits pour vraiment des questions télégéniques, de retransmission, d'avoir des parcours, parce que moi je mets au défi n'importe qui de regarder un cycliste en position aéro et de dire s'il roule à 50 ou s'il roule à 40, quoi. C'est impossible à savoir. Par contre, quand vous avez des montées, des descentes, vous avez des parties techniques, vous avez des athlètes qui se rattrapent, qui se doublent, qui passent proches les uns des autres, là ça passe bien à la télé. Et c'est ce qui fait le succès au quotidien des grands tours, hein. C'est que c'est pas tant la vitesse de déplacement, c'est surtout le fait qu'il y ait du spectacle et qu'il y ait du show devant, quoi. Et, euh, et moi, je rêve d'un Tessan à l'Alpe d'Huez, quoi. Je rêve d'un Tessan sur des parcours. Et on peut très bien imaginer que le Tessan soit plus lié à une distance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les courses hommes, le bon temps de course, c'est à peu près 3 heures. Si vous faites la montée de l'Alpe d'Huez, les gars, ils vont monter en 50 minutes. Il suffit de rajouter une bosse avant et puis on y est, quoi, hein, où vous les faites monter jusqu'au-dessus de l'Alpe et puis redescendre un petit peu. Il y a des possibilités et je pense que d'avoir des courses avec des parcours qui soient télégéniques, qui passent bien. Alors c'est clair que ça crée des contraintes en termes de retransmission, en termes de matériel et d'équipement, de tout ça, de ce qu'il faut amener. Mais en termes d'un point de vue euh, spectateur, moi je trouve que ce que l'on a vu là, on est vraiment sur le haut du panier. Et puis surtout pas une interruption avec de la pub, quoi. Il faut surtout bien rappeler un truc aussi également, c'est que c'est en accès gratuit. La retransmission, elle est gratuite. Moi, je l'ai regardé sur Eurosport. Alors, si on a un abonnement Eurosport, mais voilà. Mais la retransmission et puis le niveau des commentaires que l'on a eu entre Yann Frodeno et puis John Kelly, l'autre femme qui intervient pour le Tessan, et puis c'était qui là, c'était pas Suzy Cheetham qui faisait les commentaires, c'était l'autre anglaise, le nom va me revenir. Enfin bref, on a vraiment eu du très très haut niveau en termes de commentaires. Je trouve que les commentateurs ont trouvé un petit peu leur équilibre naturel. Yann est vraiment, c'est du Yann, quoi. Il est bon dans tout ce qu'il fait, donc c'est des gars, ça fait chier, quoi. Je pense que si jamais demain il se mettait à vendre des glaces à Lanzarote, et il vendrait les meilleures glaces de Lanzarote, ce mec-là, c'est pas possible autrement, quoi. Et, et puis Jack Kelly qui est bon, quoi. Jack, il est bon et il a les insights. Il a réussi à créer un réseau avec les athlètes pour arriver à en savoir pas mal. Et moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment passé 4 heures extrêmement divertissantes et agréables. Et puis, euh, et puis chapeau bas le Tessan parce que je pense que si ce type de qualité de retransmission ne marche pas au niveau des spectateurs, je vois pas grand chose d'autre qui marcherait, quoi. Là aujourd'hui, on est sur du. Il n'y a pas beaucoup de cases qui sont pas cochées sur ce qu'on attendait par rapport au Tessan, à part l'absence du Race Ranger. Mais encore une fois, pour moi, c'était un non-événement. Je pense pas que ça a eu d'impact sur la course. En termes de retransmission, la seule chose, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est alors, je sais même plus si c'était en live ou pas d'ailleurs. Je pense que c'est les écarts en live. On attendait d'avoir des écarts en live et on les avait qu'à chaque fin de tour. Et ce que tu disais, c'est vrai, c'est pourquoi avoir des GPS sur les vélos
si c'est juste pour nous faire des laps comme s'il y avait des tapis au sol. Aujourd'hui, on attendait juste un tout petit peu mieux que ça, parce qu'on voyait bien que les écarts annoncés n'étaient pas ceux qui étaient à la télé, donc peut-être que c'était un peu perturbant. C'est un des rares axes de progrès qu'on pourrait donner sur la transmission de San Francisco, parce qu'aujourd'hui, c'était du cinéma avec le popcorn, le canapé, et allons-y le festival. Et puis il faut quand même arriver sur ce finish grandiose de chez grandiose, quoi. Je veux dire le dernier mile, on a vraiment vu. Bon, les gars étaient tous épaule contre épaule. On a bien vu que Rico Bogen n'avait pas du tout, mais alors pas du tout l'intention de les laisser partir. Euh, il s'est quand même bien positionné devant. Il a mis quand même une grosse patate. Je me suis dit, il y en a un qui va se faire sauter les cannes. C'est pas possible autrement. Et et Rico a fait un énorme effort là pour essayer de les faire partir parce qu'il savait que sa chance c'était de les avoir de loin, quoi. Il allait pas les avoir au sprint. Et, euh, et Martin Van Driel, enfin Kyle Smith tout de suite fait l'effort. Van Driel, à un moment j'ai vu Van Driel qui a pris 3-4 mètres et il s'est pas affolé, il est revenu au train, etc. Il a essayé de faire sauter tout le monde. Et puis le dernier sprint final, les derniers 100 mètres, qui a d'ailleurs surpris les athlètes parce qu'ils n'avaient pas été informés ou bien vu le truc, que les derniers 100 mètres, 150 mètres étaient dans l'herbe. Là, il y a eu un lancement de sprint terrible où tout de suite, c'est Kyle Smith qui y va. On voit Kyle Smith qui trébuche une fois, deux fois. Martin Van Driel qui était vraiment en souffrance sur ses appuis parce que c'était dans l'herbe avec un parcours qui n'était pas du tout plat. Et c'est là que Rico prend quelques mètres. Et jusqu'au finish, jusqu'au passage de la banderole, on n'a pas su qui avait gagné parce que Van Driel et puis Kyle Smith arrivent vraiment de face. Et qui aurait pu croire que le Tessan allait avoir besoin de mettre une caméra sur le côté pour faire des photos finish, quoi. Incroyable, incroyable. Sur le passage de la ligne, je pense qu'au départ, vu comment c'était filmé de face, on pouvait difficilement le dire. Il a fallu attendre quelques secondes et voir un autre point de vue pour savoir ça. Mais effectivement, un T100, un triathlon aussi long, finir au sprint et de devoir avoir une photo finish à la fin, c'était énorme. Ouais, vraiment une super course, du super spectacle. Moi, je me suis régalé. Bravo au PTO, bravo au Tessan, bravo à tous les athlètes qui ont fait le déplacement là-bas et qui sont allés courir, à la fois chez les femmes et chez les hommes, parce on a vraiment eu grand et beau triathlon, quoi. Ouais. Alors, deux petits bémols, et ça va permettre d'enchaîner facilement, mais moi, chez la course femme, bah, il y avait quelqu'un qu'on attendait, mais qui n'a pas du tout été une actrice. C'était Ashley Gentle, tu l'as dit tout à l'heure. On nous attendait un Taylor Knibb, Ashley Gentle et Lucy et Annie Hogg, donc quatre grandes, enfin, deux grandes absentes, et Ashley Gentle qui était présente, mais qui a jamais été actrice. Ça, c'était la première chose, et puis je viens de le dire, donc c'est Lucy Charles qui a pris le contrat PTO et je pense qu'elle s'est dit oh, ça cette année c'était le but du début d'année mais je pense que c'est pas le but de fin de saison. J'ai pas trop compris sa démarche parce qu'en début de saison, elle avait été quand même suffisamment claire que l'intérêt pour elle de la saison allait tourner autour du circuit Tessan. Et elle avait même été limpide sur le fait qu'elle irait pas courir à Nice parce qu'elle allait courir le Tessan et que pour elle, le championnat du monde Ironman, c'était Hawaï et nulle part ailleurs. Et là, coup de frein à main, demi-tour droite, on repart dans l'autre sens, elle court à Nice ce week-end. La raison pour laquelle elle court à Nice, elle est relativement limpide, hein, c'est de faire une reco du parcours, chercher, valider sa qualif, et puis être présente à Nice en fin de saison. J'ai du mal à comprendre la démarche de l'athlète. Je vois pas trop l'intérêt pour elle à part de prendre des risques sur éventuellement la fin de saison et puis une victoire au Tessan parce qu'elle avait quand même engrangé des gros points sur le début de saison des trois premières courses, enfin des deux premières courses. Euh, je sais pas, je sais pas. Voilà, on a lancé une bouteille à la mer auprès du manager de Lucy Charles qui a été mon premier coach, qui a été un ami pendant quelques années. Et je lui ai demandé qu'il essaye de plaider notre cause pour que l'on ait Lucie sur notre podcast. On verra si jamais on y arrive.
Mais j'aimerais bien avoir un petit éclaircissement là-dessus parce que c'est quand même j'ai trouvé ça quand même bizarre comme revirement. Assez cavalier, on n'a pas les insides et on n'a pas de communication, ni d'une part ni de l'autre d'ailleurs, hein, ni de Lucie, ni du PTO. On ne sait pas ce qu'il en est, est-ce qu'elle va prendre le départ sur d'autres courses ou pas. Ça paraît compliqué en termes de calendrier. Donc là, ce week-end, le 16, elle sera à Nice sur le full. Donc on récupère pas quand même d'un effort comme ça en 2 jours. Si derrière, elle veut être à Nice, qui est début septembre, je crois, ça veut dire que la distance entre les deux, enfin le délai entre les deux est relativement rapproché. Donc aller faire d'autres courses, ça paraît complexe, puisque si elle va sur Nice, sur les championnats du monde, ça va être c'est pas pour aller faire de la figuration, donc forcément il faut qu'elle fasse focus sur cette distance-là, ce qui n'est pas, enfin là par contre on change complètement de préparation, on change de registre d'effort, on change de plein de choses. Elle sait faire, elle l'a fait. J'ai hâte de voir la suite de ce petit feuilleton parce que c'est un feuilleton dans le feuilleton en fait. Ouais, ouais. Je pense que c'est une question financière. Je pense qu'il y a un moment où Ironman a dû a dû casser la tirelire et puis essayer d'attirer Lucie. Je vois que ça que comme ça. Maintenant, après, chacun mène sa barre comme elle veut, mais j'ai quand même un petit peu de mal à comprendre la finalité pour Lucie d'aller s'engranger de nouveau 2 Ironman là, alors que sur le circuit Tessan, elle avait quand même une belle chance à jouer, quoi. Donc Ouais. voilà, wait and see. Wait and see. Ce week-end, gros week-end côté Ironman, hein, par contre, hein, parce qu'on Hum. on est que sur 3 courses, hein. Donc il y a Ouais, quand même. l'Ironman à Nice, il y a que ça. Il y a l'Ironman Klagenfurt, donc un petit big up à Denis Chevreau qui va certainement essayer d'aller chercher sa qualif là-bas et qui s'est un petit peu mis les pieds dans le tapis sur le 70.3 à Aix-en-Provence. Donc on espère qu'avec avec son coach, ils ont remis les curseurs là où il fallait et qu'on va avoir la perf qu'on attend de Denis. Et puis il y a l'Ironman Cairns, donc de l'autre côté de la planète, où il y a d'autres gros noms qui sont alignés. Et je pense que voilà, le feuilleton PTO et Ironman continue. Il y a des gros noms qui courent de partout et ça va être. Là, on est en plein milieu de la saison, hein, en mi-juin. Dans 15 jours, on est au 15. Dans 2 mois, pardon. Dans 2 mois, on est au 15 août, c'est quasiment la fin de saison. Donc on est en plein dedans. Sortez les popcorn et allons-y, regardons un peu tout ça. Et puis quand même un petit mot sur le nouveau record du monde groupe d'âge. Ouh là là. Alors dans notre beau sport, on se rappelle que quand on apparaissait sur la sur la carte des athlètes groupe d'âge quand on passait sous les 9 heures, mais ça c'est fini les gars. Maintenant, si vous faites pas un sub 8, c'est même pas la peine de le présenter, quoi. Donc, on a quand même un athlète qui a couru 7h50, groupe d'âge. Alors le gars, c'est pas non plus, il vient pas de nulle part, hein. Je crois que il a fait une carrière de rameur professionnel, mais il court en groupe d'âge, mais il a quand même fait 7h50 sur un full. Lars Wichert, donc c'est un ancien athlète olympique en aviron. Donc on peut pas dire qu'au niveau moteur il est pas monté 2 chevaux quoi le garçon. Et il a 2-3 watts sous le capot. Il a fait partie de la Zwift Academy Tri, la dernière version homme, puisque l'année dernière il y a eu la version femme seule, mais il y aura plus d'équipe homme. Donc ça veut dire qu'il a été détecté sur ses performances. Ce système-là, d'ailleurs, Zwift, on peut en dire ce qu'on en veut, du bien, du mal, Fonctionne. mais ils ont sorti quelques énergumènes. Il y en a quelques-uns qui sont passés pro, quelques-uns et quelques-unes. Euh, et donc Lars en fait partie. Et quand on voit les chiffres qu'il fait, enfin, les performances chronométriques et en watts qu'il fait, que ce soit sur le chrono vélo où il doit être en 4h09 je crois de tête, Mmh. où il approche les chronos pro et il court en 2,40 ou Mmh, 2,41 mmh, je mmh, crois. mmh, mmh, mmh. Enfin, courir 2,40, c'est quand même, c'est pas anodin, et même si c'est un groupe d'âge, enfin aujourd'hui, le record du monde groupe d'âge est à 7h50 quoi. Voilà. Voilà. Moi, je pense à partir d'un moment, il faut que les mecs ils aillent courir en pro, quoi. Ouais, C'est mais il est pas pro, hein. Il est papa, il a 3 enfants, il a un métier d'ingénieur. Il ouais, fait ouais. pas que s'entraîner et se reposer, hein. Ah ouais, je suis Et d'accord c'est avec pas un toi. métier à 35 heures, hein. Non. Mais ouais, c'est impressionnant l'évolution de ce sport. Mais bon, voilà.
l'Ironman Philippines qui a eu lieu le week-end dernier, où moi j'ai un athlète qui s'est qualifié pour Kona. Savoir que si jamais vous vouliez vous qualifier pour Kona cette année, aller courir aux Philippines dans la chaleur, c'était une bonne idée parce qu'il y a eu que 350 finishers et 40 ou 50 slots qui ont été distribués. Donc si vous faisiez une course décente, il y avait de fortes chances que vous puissiez récupérer vos places là-bas. C'est une belle course. Malheureusement, je pense qu'avec ce nombre de participants, c'est certainement une course qui va passer à la trappe. Et on a vu passer pas mal de communication sur le fait qu'Ironman avait du mal à vendre ses slots pour les championnats du monde, que ce soit hommes et femmes. Même sur Kona, certains athlètes ne prennent pas. Nice, on n'en parle même pas. La dernière course, je crois que c'est à Hambourg, où il y avait 75 slots et il y a eu que juste en dessous de 50 slots qui ont été attribués, c'est-à-dire qu'il y a 45, ouais. 45 slots qui ont été attribués. Il y a 30 slots qui sont restés sur les bras d'Ironman, avec une petite vidéo qui tournait où il y avait le commentateur qui disait à qui était dans la salle, s'ils souhaitaient une place pour les championnats du monde, il fallait simplement qu'ils viennent avec leur carte bancaire et ils allaient à Nice. Donc on voit Ça vraiment fait un peu marchand de tapis quand même. complètement. Il y a une expression anglaise qui s'appelle the rise and the fall, mais on a vraiment vu the rise and the fall d'Ironman avec la montée en puissance des courses qui se remplissaient, etc. Une grosse bagarre dans les groupes d'âge, à la chute complète. Et moi, je ne peux pas dissocier aujourd'hui ce désintérêt des championnats du monde du fait que le prix de l'inscription, elle est simplement complètement off-chart, complètement déraisonnable. On parle quand même de 1 500 € plus 9% d'actifs fees, donc on en est quand même à 1 680 €. Ça commence à représenter une petite somme, et plus le fait que Nice fait pas rêver, quoi. Donc voilà, on s'en rend compte, on le voit. Nice fait pas rêver les femmes, Nice fait pas rêver les hommes, et voilà. Nice fait pas rêver, et puis surtout, je pense qu'ils ont tout intérêt à essayer de faire une espèce d'alternance entre une année championnat du monde, une année pas championnat du monde. Quel est l'intérêt de présenter 2 courses à 10 semaines d'intervalle quand tu peux faire la même à 600 € fin juin, et il va falloir payer 3 fois la même course, 3 fois le prix, pour faire le même, dans le même circuit, simplement parce que c'est marqué championnat du monde. Et on sait tous que championnat du monde, c'est juste une étiquette, c'est pour faire vendre le dossard, c'est pas pour la beauté du sport. Certes, le parcours est différent, mais du côté d'Ironman, je pense que là, il se tire un peu une balle dans le pied. Ce qui faisait rêver Kona, si tu veux, c'est que tu n'avais aucune possibilité d'aller faire le parcours de Kona ou la course à Kona autrement qu'en te qualifiant pour les championnats du monde. Alors que là, tu veux faire Nice, bah, tu t'inscris sur la course de juin, tu fais Nice, et puis t'as fait l'Ironman de Nice. Et ça, je pense que c'est un problème. Je pense que le prix est un problème. Et je pense que les courses simplement hommes ou femmes sont un problème, dans le sens où aujourd'hui, à savoir qu'il y a quand même dans les couples, chez les athlètes, on a quand même pas mal de couples qui sont des couples triathlétiques, hein. Moi, dans mes athlètes, j'ai quand même pas mal d'athlètes qui participent tous les deux, hein. Mon athlète qui s'est qualifié aux Philippines pour Kona, sa femme elle avait fait Kona l'année dernière. Donc si lui il fait Kona cette année et elle l'année dernière, ils n'auraient pas fait Nice et Kona la même année. Donc il y a un désintérêt. Je trouve que c'est dommage. Je pense que notre sport mérite mieux que ça, et que l'intérêt d'avoir une course iconique sur qualification, il est toujours là, il fait toujours rêver. Et puis peut-être qu'il faudrait qu'on y réfléchisse et qu'on revienne à ça, quoi. Il y a le nouveau CEO de Ironman qui a donné une première interview, c'est sur Triathlete Ah bon, il US. parle lui? Parce que putain, on en a pas entendu parler encore. Il parle toujours moins que l'ancien qui avait posé sa dème, mais qui était toujours un peu présent, et voire même omniprésent. J'ai pas encore cliqué pour aller voir ce qu'il nous racontait, mais c'est simplement une question de temps. Je pense que ça va être intéressant de voir, est-ce que lui va avoir un vrai impact, ou est-ce qu'il est juste là en tant que pion et qui va être obligé de suivre la direction du board. J'ai vraiment hâte de voir ce que va devenir le bateau Ironman. Encore une fois, pour moi, Ironman, c'est le Titanic. Ils ont vu l'iceberg, mais au lieu de vouloir changer, même au dernier moment de cap, pour l'instant, ils ont le pied sur le plancher et ils accélèrent, donc j'y vois pas beau. Ouais. Mais wait and see. Exactement, wait and see. Un beau week-end encore bien chargé. On vous
balance cette interview dans la foulée. Début de semaine, vous aurez enfin l'interview avec Yannick Bourseau. Parler un peu olympique, parler para et tout ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec un invité qu'on espère, et de belles interviews. Continuez comme ça. On va arriver avec quelques propositions sur de merchandising, si jamais il y en a certains que ça intéresse, du t-shirt, des chaussettes et des choses comme ça. Donc on vous parlera de tout ça un petit peu. Ça serait sympa, ça permettra de soutenir un petit peu le show. Et puis pour ceux qui veulent porter les couleurs. Et on vous souhaite à tous une belle et bonne semaine triathlétique. Et ciao ciao les amis, à bientôt, bonne semaine, bon week-end. Ciao à tout le monde, et si jamais vous êtes sur Kubli ce week-end, venez faire coucou. Ciao ciao.